Salut à toi. Aujourd'hui, on a l'immense honneur de recevoir José Lito. Tu sais pas encore qui c'est? Eh ben, je t'invite à le découvrir ou à le redécouvrir maintenant. Donc ça, c'est fait. C'est comme tout, il faut que tu valides. Voilà, tu signes en bas à droite, J'ai ici, compris. ici, ici. Mon Dieu, un consultant qui comprend quelque chose. Noël approche, ça sent. Alors, toujours mettre son invité à l'aise et ne pas l'insulter. Ah non, ça je l'ai échappé, la deuxième. Bon, bonjour José Lito, comment il va matin? Enfin, un après-midi pour Bonjour toi. Ziad, je vais bien. Après-midi pour moi, matin pour toi, je vais super bien. Il y a du soleil, tout va bien. C'est ce qui est rageant avec José Lito. Je te connais pas depuis longtemps, mais tu vas toujours bien, tu es toujours en forme. Je vais être Je- commercialisé. Je vais trouver une solution. Tu sais, avant, Tu vas trouver une solution. c'est ça, je vais trouver une solution. J'étais ce, Vas-y. j'étais ce matin avec une cliente que je coach et euh, mais elle était en larmes. Je pourrais expliquer après pourquoi j'ai des clients qui Volontiers. pleurent, hein, mais n'ayez pas peur. Et elle me dit, mais d'où tu tires ton énergie? Parce que t'es tout le temps à fond, t'es tout le temps en forme. Et je pense que c'est au moment où je décroche le téléphone ou la visio, ça y est, je suis on stage, donc c'est parti. Bam, ça part. Mais je pense que c'est lié à la façon dont je gère mon temps, mon emploi du temps et surtout mon énergie tout au long de la journée ou tout au long de l'année. Bon, après, j'avoue que je vis à Montpellier, dans le sud de la France. Il y a quand même plus de 300 jours de soleil par an. Ouais. En tant qu'ex-parisien, je pense que ça joue énormément. Effectivement, ça peut aider. Je te rejoins là-dessus. Ouais. Mais commençons par le commencement, comme Oui, je vais dire comme tout début de storytelling, clin d'œil. José Lito, Monsieur Tirados, qui êtes-vous? Le monde a le droit de savoir. Comment veux-tu te décrire aux gens qui vont te découvrir ici? Parce que pour les autres, tu es une célébrité, même si tu détestes qu'on t'appelle comme ça. Alors, remettre son comment invité à l'aise, ça c'est fait. remettre ça, c'est fait. Je suis José Lito Tirados. D'abord, merci de m'inviter dans ton podcast. Je suis vraiment ravi et honoré. Et j'ai 51 ans. Je vis donc dans le sud de Montpellier. Je suis franco-espagnol. Euh, j'ai, mais je suis né à Paris, des fois on me demande. José Lito, donc petit José pour toujours. Merci, merci papa, merci maman. Ça s'est tombé comme ça. Donc je resterai toujours un grand gamin, un grand petit. Et donc 51 ans, je l'ai dit, marié, pas d'enfant, pas de chien, pas de chat, et pas de patron non plus d'ailleurs. Et ça depuis plus de 20 ans. On aura sûrement l'occasion d'en parler. Oui. Et officiellement, euh, ma mère pense que je suis consultant et surtout ne lui dites pas autre chose parce qu'elle est rassurée. Mais sinon, je suis ce qu'on appelle multipotentiel. Enfin, c'est une des appellations. Donc, quand on regarde mon profil LinkedIn, il y a effectivement du business coach, du story selling, du revenu architecte, photographe, pour ne citer que les principaux, mes principales occupations. C'est déjà pas mal. Ouais, ça va, ça fait Je- des je- journées bien occupées. Oui, puis je te dirais que tes parents ont bien choisi ton prénom parce que tu dis que tu as 50 ans, mais je vois très bien que tu en as 30. Donc on va arrêter de se mentir tout de suite, Joselito. C'est pas bien, sinon je vais écrire à ta maman pour lui dire ce que tu fais. J'ai quatre, j'ai 4 ans et demi en vrai. Euh, je suis une erreur administrative puisque historiquement, en fait, c'est vrai que mon père espagnol, je nais à Paris. La question se pose, la sage-femme dit, lui, comment il s'appelle? Ben, je vais l'appeler José Lito. Si j'étais né en Espagne, sur mes papiers, ce serait écrit José d'office, la Oui, traduction aurait été faite. Là, la personne, la sage-femme française dit, bon, José Lito, d'accord. Elle met un accent sur le E, parce que sinon ça fait Joselito, elle est chelou, et elle écrit ça. Il faut savoir que c'est ce qui est écrit aussi sur mon passeport. Évidemment, alors en France, tu as généralement plusieurs prénoms, un seul nom. Moi, je me retrouve avec un seul prénom, tu vois, déjà, c'est tordu à la base. J'ai voyagé assez longuement en Amérique du Sud. Il faut savoir qu'à chaque fois que je passais une frontière et que je donnais mon passeport, le douanier s'arrêtait, me regardait, regardait le passeport, me regardait, regardait le passeport. Partait avec mon passeport. Quand tu voyages à l'étranger, des fois, tu sais, ça t'inquiète. Tu dis, oui. oh, il va pas me rendre mon passeport. Voilà. Et, euh,
Et là, j'entendais des explosions de rire dans les bureaux au fond, en disant, mais non, attends, on vient voir au desk, mais c'est qui ce José Lito qui a plus de 40 balais? Donc, ça a été un running gag sur toute une traversée de l'Amérique du Sud. C'est un bon door opener, tu sais. Tu arrives et tu dis, bon, bah, toi, j'aurais pu me balader avec des kilos de cocaïne, ça changeait rien, les gars, passe, toi, t'es fun, t'es un petit José, donc voilà. C'était la petite histoire de l'erreur administrative, de l'équivoque administratif. C'est une merveilleuse introduction que tu nous fais là parce que je vais tout de suite expliquer aux gens qui vont te découvrir et qui vont comprendre, si elles l'ont pas déjà fait, pourquoi je voulais pouvoir t'enregistrer dans une capsule. Moi, je t'ai découvert sur LinkedIn. Parce que tes posts sont juste... c'est du 114e degré comme... en fait, c'est mon niveau. Donc j'ai enfin trouvé quelqu'un qui écrit et qui pense et qui communique à mon niveau. J'étais là, waouh, en fait, on est deux. Tu es là depuis combien de temps? Puis tu m'as expliqué que tu étais là depuis toujours. Donc j'ai dit, waouh, je suis ton premier fan. Tu peux signer mon t-shirt. Bref, tout ça pour dire que j'ai été... Bref, tu écris bien, tu t'exprimes bien, ce que tu dis est extrêmement pertinent, le ton va avec. Et puis, contrairement à 95% de LinkedIn qui est juste rendu le Fortnite des hommes de plus de 50 ans, tu continues à être cet élément un peu perturbateur qui se dit, lui, il y a quelque chose d'intéressant à aller creuser. Puis quand j'ai commencé à lire tes posts, puis à te découvrir un peu plus, j'ai découvert qu'en fait, je dis, tu es Mike Horn 2, tu as un millier de vécus, un million d'aventures, et puis là je me suis dit, ah ben en fait on est vraiment deux. C'est bizarre, je t'ai jamais vu pour ça, on ne devait pas être sur les mêmes fuseaux horaires. Donc, pour résumer, tu sembles passionnant. J'ai déjà échangé avec toi. Tu es passionnant. Ce que tu amènes a l'air vraiment passionnant. Donc, on a plein de belles choses à se dire. Puis en plus, rien que l'anecdote avec ton prénom, je veux dire, c'est du bonbon. Ça te rend encore plus unique. Parce que le Joselito qui C'est passe les vrai. frontières, à mon avis, il s'en rappelle encore. Puis maintenant, tous Oui, ceux qui oui, organisent des oui. go fast vont s'appeler Joselito. Tu viens de lancer un mouvement, donc ça aussi, on le notera. Tu, tu... J'ai le goût d'aller dans le désordre parce qu'on est des anticonformistes. Tu sais, tu as souligné que ça faisait plus de 20 ans que tu n'avais pas de patron. On peut dire que Oui. tu étais déjà à la mode avant l'heure. Parce que ne plus avoir de patron, on commence à tout juste à le réaliser que c'est possible, même si on n'est pas encore en train de l'assumer. Donc, comment c'est arrivé? Mm. Ça a été conscient, c'était inconscient? Tu t'es dit, aujourd'hui j'arrête, comme la cigarette? Alors, pour arrêter la cigarette, j'ai fait une séance d'hypnose avec une Ok. hypnothérapeute russe. Donc, ça s'est arrêté du jour au lendemain, enfin, d'une minute à l'autre, ce qui est toujours quelque chose d'assez impressionnant. Oui. Non, j'ai pas décidé grand-chose, en fait. Dans ma vie, j'ai pas décidé grand-chose du tout. Mais, euh, mais par contre, j'ai un fil rouge, une espèce alors, que je raconte a posteriori, j'ai 50 ans, d'accord? J'ai commencé à travailler, j'avais 16 ans. Oui. Et et en fait, je n'ai pas réfléchi à grand-chose, j'avais pas de plan, pas de carrière, hem, mais je me suis toujours écouté, le plus possible. Je me suis fié à mon intuition, à mon instinct et j'ai coutume de dire quand on me pose la question, je dis: «Pour moi, la boussole, c'est l'envie. Comment tu sais? C'est l'envie. J'ai envie ou j'ai pas envie» et comme je m'ennuie assez vite, naturellement, je suis un homme de projet. Donc voilà, c'est ce qui fait que j'ai bossé dans l'humanitaire, dans l'éducation nationale, que j'ai découvert Pareto, alors que j'étais homme de ménage, dans une école de commerce et à chaque fois, dans une poubelle. Je te raconterai, mais j'ai découvert Pareto dans une poubelle, dans une école de commerce Ça va mais à chaque finir fois que je me sur un suis, t-shirt. Je te dis, cette c'est phrase va ça finir sur un c'est t-shirt. Et OK. rien que ça, c'est magique. J'ai découvert Pareto dans une poubelle et ça a changé ma vie. Le Donc j'ai toujours été, très opportuniste et en mode projet. Donc d'abord, j'ai commencé à bosser jeune parce qu'il fallait manger simplement, donc pour nourrir ma famille. Hem et ensuite, bah, très vite, enfin voilà, j'ai eu le bac très tardivement et mes parents m'ont dit: «Bah, tu as le bac, maintenant tu te casses. Allez hop, 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 hop». Hem, donc bah, un appart, machin, clac, clac, la vie fait que tu bosses, la grande distribution et plein de choses. Et puis, je me suis retrouvé en 1999 chez Bouygues Télécom,
À l'époque, j'avais un petit chat noir, c'est lui qui a trouvé mon job. Ouais, non, mais là, j'étais tellement en mode, je sais pas quoi faire, Oui. faut que je bosse, faut que je mange. Et j'avais trouvé un petit chat noir. Il a posé sa patte sur le journal 99, hein. Il y avait un journal et j'ai vu Bouygues Télécom cherche des gens pour le service client. Je suis super timide, d'accord? J'ai fait un peu de théâtre pour travailler ce sujet-là, mais j'ai une nature extravertie et timide. J'ai appelé, je me suis déplacé, je suis allé à Paris, j'ai passé un entretien, on m'a dit, il faut prendre un téléphone. Je dit, ah non, je déteste le téléphone. Je me suis retrouvé pendant 5 ans avec un casque sur les oreilles à répondre au téléphone. Et, et donc, j'ai fait ça d'abord, et puis après, je me suis retrouvé à être muté à Aix-en-Provence. Donc, j'étais à Paris, on m'a muté dans le sud à Aix-en-Provence pour mettre en place ce qu'on appellerait aujourd'hui une équipe de SDR, un truc hybride et la mise en place d'un CRM. Donc, pour mes amis de chez Deloitte qui ont installé le CRM Siebel chez Bouygues Télécom en 99-2000, bonjour. Euh, et en fait, il s'est avéré que j'étais commercial. Euh, pour la petite histoire, j'étais commercial et je m'occupais de la relation client. Ouais. Et, euh, et en même temps, quand j'étais à Paris, j'ai été hébergé pendant plus d'un an chez un responsable marketing chez Bouygues Télécom. Donc le soir, on refaisait et le monde et le marketing. Et il m'expliquait le marketing, je lui expliquais la vente. Et me suis retrouvé en 2001 à peu près en disant, OK, mais en fait, si on veut fidéliser les clients, il faut imaginer qu'à l'époque, quand je fidélisais des clients dans la téléphonie pour Bouygues Télécom, c'était en B2B, donc c'était des parcs de 10, 15, 20 000 abonnements, Ouais. donc plusieurs centaines de milliers d'euros. Et je disais, mais en fait, il faut tout prendre dès le début. Si tu veux bien fidéliser ton client, il faut bien lui vendre la solution. Et pour bien lui vendre la solution, il faut créer une bonne offre au niveau marketing. Donc, je me suis retrouvé tous les jours, aligné sales, marketing, customer success. Voilà. Et, euh, et j'étais à Aix-en-Provence, donc ça marchait super bien. Avec ma team, on explosait systématiquement les objectifs. Et la RH m'a dit, retour à Paris. Et je dis, ah non, c'est pas possible. Je viens de quitter une Parisienne pour une Marseillaise, ça va pas le faire. Je reste là en fait. Sinon, il faut que je quitte la Marseillaise pour une Parisienne. Enfin, ça va être très compliqué. Donc, Oui. on va faire simple. On est en 2001. La notion de rupture conventionnelle n'était pas tout à fait dans l'air du temps, mais on a décidé de faire ça. Et je me suis retrouvé avec du temps, de l'argent. Je me suis dit, OK, je vais accomplir un de mes rêves de gosse, puisqu'à 9 ans, j'ai dit quand je serai grand, je serai photographe. Donc, j'ai monté une boîte, un business, un studio photo, de la photographie aérienne, etc. Et donc, je me suis retrouvé 2003. Donc, tu vois, je dis 20 ans, j'exagère un peu, ça arrive, c'est l'année prochaine. Donc, juin l'année prochaine, ça fera 20 ans euh, que je me suis mis à mon compte, que j'ai commencé en indépendant. Et il y a eu plusieurs itérations. Donc, c'est venu, enfin, ça s'est fait par la force des choses. J'ai liquidé ma boîte très vite. Ça a été un fiasco total, un carnage économique. J'ai pleuré quand les huissiers sont venus chercher mon studio photo. J'ai pleuré quand après ils sont venus taper pendant des années dans mon compte en banque pour récupérer 40 000 euros. Mais bon, ça s'est fait. Et après, j'ai enchaîné. En fait, j'ai enchaîné, j'ai essayé j'allais dire tous les types toutes les façons d'être indépendant. Vraiment. En m'associant avec des gens, en étant tout seul, en n'étant pas associé, en étant partenaire. Enfin, j'ai essayé plusieurs formats, j'ai monté 3 agences de marketing et en 2013, là j'étais en Amazonie. J'étais vraiment sur un canot moteur qui s'appelle le Wayra Kausai, le nom de ma société. Et là j'étais avec ma femme, je dis ouais, bon, va falloir qu'on rentre, ça fait plusieurs mois qu'on est en voyage. Alors, elle est ingénieure en informatique facile. Bah, qu'est-ce que tu vas faire, ingénieur en informatique, et toi? Je dis, ah, je ferais bien consultant, c'est un petit quand même, ça doit être un truc cool. Tu fous rien, tu donnes des conseils aux gens qui t'ont rien demandé, c'est super bien payé, tu ramènes ta gueule, et puis en fait, tu t'exécutes rien de ce que tu racontes, tu vois, t'es pas du tout skin in the game. Donc voilà, je me suis arrêté, j'avais mon ordinateur et tout, 2013, il y avait un peu de techno et de Wi-Fi un peu partout, et je suis revenu à Quito,
Et j'ai envoyé un message à un pote. Bonjour Daniel, consultant senior chez McKinsey. Je lui dis, tu crois que je peux faire consultant? Et il a mis du temps à me répondre, l'animal, mais il m'a dit, ouais, tu seras un consultant postmoderne, mais ça va le faire. Et donc, je suis rentré en France en disant, bah, bonjour, je suis consultant. Ça y est, c'est parti, on y va. J'ai appris que c'était un vrai métier, en fait, consultant, qu'il y avait plein de trucs à faire. Et tu vois, 2014, on est en 2022. Ça y est, je commence à être un petit peu à l'aise. Donc maintenant, je fais business coach parce que consultant, il y en a marre. Euh, et aujourd'hui, en fait, je suis condamné. Je ne peux pas retravailler. J'ai essayé, hein, j'ai essayé de retourner dans une entreprise, j'ai essayé d'être salarié. C'est fini, c'est plié. Donc, j'ai brûlé tous les bateaux derrière moi. J'ai plus d'alternative. C'est joliment dit. José Lito, tu sais que rien qu'avec ce que tu m'as dit, c'est sûr qu'on va se reparler, puis que ça va finir en José Lito la série ou au minimum José Lito le film. Non, non, Ok, let's go. non, non, il y a plus que matière à faire. Puis je te dirais que le chat noir a choisi ma job chez Bouygues, moi ça m'a conquis. Moi j'ai déjà le plan, le cadrage, la transition, en plus tu as fait de la photo, on va parler un langage commun, j'adore ça. Bref, juste waouh! Mais en même temps ça me surprend pas. Parce que comme dirait vieille expression française, ah, vu le loustic, ça me surprend pas, ça fit. J'ai 1 million de questions, mais en même temps, les plus de 700 voix dans ma tête sont en train de les trier. Il y a quelque chose que tu n'as pas abordé, ou que tu as peut-être un peu survolé, mais j'ai le goût d'aller là-dedans. Quid du syndrome de l'imposteur? Waouh, énorme le truc, la montagne. Euh, alors, le syndrome de l'imposteur, c'est simple. En fait, ce truc, c'est toi qui décides de ce que tu veux en faire. C'est comme le stress. Soit c'est un ennemi, soit c'est un allié. Ouais, Prends ta décision vis-à-vis de ça. Évidemment, euh, je suis issu d'une famille modeste, pauvre, où l'école a pas, le travail a de l'importance, mais pas l'école, on s'en fiche. Donc, j'ai eu droit à passer ton bac d'abord, et si tu le passes pas, en fait, c'est même pas un problème. C'est même pas mes parents qui m'ont motivé à passer mon bac, c'est le papa de ma première copine. Ma première copine m'a largué au bout de 3 semaines. Et son père m'a dit, bon, écoute, pas de chance, t'es tombé sur ma fille, c'est une teigne. Mais t'es un mec bien, moi j'ai été militaire, je te sens complètement perdu dans la vie, viens, je vais te driver et tu vas passer ton bac. Et en fait, euh, donc j'ai que mon bac, j'ai pas fait d'études universitaires, j'ai commencé très tôt à travailler, j'ai fait des ménages, j'ai fait des marchés, donc je me levais à 2 heures du matin pour aller vendre des salades et tout. Et en fait, le truc bizarre, c'est que on m'a systématiquement, quand je dis on, pardon, les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé m'ont systématiquement renvoyé mon t'as pas de diplôme. Et quand j'ai commencé à avoir de l'expérience, on m'a dit, mais vous avez trop de diplômes ou trop d'expérience. Tu vois, c'est toujours une merde, quoi. T'es jamais oui, dans la bonne case, t'es jamais dans le bon, dans le bon flow. Et donc, le syndrome de l'imposteur au maximum parce que t'es pas issu du bon milieu, t'as pas grandi dans les bons quartiers, t'as pas de diplôme, t'as pas de réseau, t'as pas les codes. Euh, quand j'étais gamin, dans les années 70-80, de toute façon, en France, j'étais un sale espagnol. En Espagne, j'étais un sale français. Donc, de toute façon, tu es toujours l'étranger. Rien ne va. Rien ne va. Euh, Physiquement, rien du tout. Je suis même pas super tanké, ni rien du tout. Je suis même pas spécialement beau. J'ai rien de particulier. J'ai les cheveux tout raides. Je sais pas m'habiller. Bref. Non, mais il y a même pas une espèce de singularité. Il y a rien, tu vois. ouais. Et José Lito Tirados, en plus, j'assume pas. Je suis gamin. Enfin, donc que dalle, que dalle, que dalle, que dalle. En plus, tu montes des business, mais c'est des petits machins. Enfin, j'ai monté Teambox, ça crache 1,5 million d'euros. Bon, voilà, j'ai rien fait d'exceptionnel. J'ai pas le K2, tout ça, Everest, j'ai pas fait. Décapsuler, je sais pas moi, 400 bouteilles de bière avec les dents pour être dans le Guinness Book, j'ai pas fait non plus de trucs comme Oui. ça. Euh, et puis, et puis arrive ce moment où, euh, j'allais dire malgré moi, euh,
J'arrive sur LinkedIn. LinkedIn, c'est un game changer pour moi. Ça a changé ma life. C'est-à-dire que j'arrive il y a 10 ans, hein, donc Oui. LinkedIn, il y a très longtemps. Je m'inscris, mais comme tous les Twitter, les Instagram en 2012, les Facebook en 2008, toujours très early adopter, très geek. Et je me mets là-dessus. Mais bon, en même temps, il y a 10 ans, l'anglais et moi, c'est dès que j'étais à l'étranger, je mangeais que McDo parce qu'au moins, il y avait les photos. Et là, j'arrive sur LinkedIn et le truc bizarre, c'est que j'ai pas de stratégie, j'ai rien. Et j'écris mes trucs comme j'écris mes trucs et je suis Joselito comme je suis Joselito. Donc voilà. Et là, ça pique. Ah, ça picouille doucement et j'ai des retours, j'ai des feedbacks. Je commence à discuter en fait avec des individus qui ne sont pas dans mon cercle naturel. J'ai pas je veux dire, dans mon entourage, en l'évoquant très rapidement, j'ai été SDF, j'ai eu faim quand j'étais petit ou des choses comme ça, donc je ne connaissais pas de millionnaire, je ne connaissais pas d'entrepreneur. Ma femme, elle est ingénieure en informatique, tu vois, c'était même un miracle. Merci les réseaux sociaux, parce que sinon je ne l'aurais pas rencontré. Non, mais c'est pareil, c'est le matchcom des années Oui. 2003. Socialement, on ne serait pas rencontrés. Ma mère est femme de ménage, mon père est agent d'entretien dans un EHPAD. Et là, le premier choc, c'est le tonton de ma nana de l'époque. Euh, il est doyen de faculté à Lille. Et il me dit, il faut que tu fasses, on est en 95, 96. Il me dit, il faut que tu fasses un DESS de gestion des entreprises. Je dis, ouais, mais laisse tomber, je suis bac plus zéro. Comment je vais passer de bac plus zéro à bac plus 5? Il me dit, écoute, je suis le doyen de la fac. Welcome, tu viens et ça va le faire. Je me suis échappé, j'ai fui, syndrome de l'imposteur. Je me suis Ouais. chié dessus, je suis parti. Et puis après, avec LinkedIn, le truc, c'est que je me suis retrouvé à discuter avec des gens et je me suis rendu compte que euh, polytechniciens, grandes écoles, les HEC, les machins, les gens te disent, waouh, c'est top ce que tu racontes. Tu dis, ah, les gars, mais vous avez fait les meilleures écoles au monde. Et, euh, et vous venez me dire, ouais, toi, Joselito, bac plus zéro, la tête à Toto, ce que tu dis, c'est brillant, ça sort d'où ta connerie, quoi. Et c'est vrai qu'il y a eu deux événements majeurs dans ma vie. Il y a eu le premier, c'est que j'ai une nana dont le père était directeur commercial Europe de TDK. À l'époque, ça faisait les cassettes et les cassettes vidéo VHS. Oui. Les moins de 30 ans ne savent pas de quoi je parle, mais les autres savent. Écoute, Euh, on est vintage. on est vintage, hein. Les plus de 25 ans, on est tous vintage. C'est correct. Il n'y a pas d'histoire de chiffres entre nous. Et le premier truc qui a un peu euh, euh, poncé mon syndrome de l'imposteur, c'est que ce grand directeur commercial de TDK Europe qui allait sur les événements sportifs, qui serrait les mains de Carl Lewis, etc., en attendant, le matin, quand j'étais aux toilettes avant lui, il fallait qu'il attende. Il n'avait pas d'alternative. Et là, je me suis dit, waouh, quand tu vas pisser le matin, le directeur commercial TDK Europe, il attend son tour. Waouh! Euh, Ça a été le premier événement majeur où je me dis, bah, demain matin, je crois Jeff Bezos dans un restaurant, si je vais pisser avant lui, il attend, c'est quoi? Eh, mec. Et en fait, ça a été le truc où tu te dis, ah, ah, pardon, j'ai Siri qui d'un seul coup me parle, évidemment, qui me dit, quel que soit ton job title, quelle que soit ta position dans le monde, tout être humain, le matin, se lève et le premier truc qu'il doit faire, c'est aller pisser. Et si c'est un mec, le premier truc qu'il doit essayer de faire de sa journée, c'est de pas pisser à côté. Donc, et là, d'un seul coup, tu vois, je me suis dit, waouh, tu as au moins un truc comme tout le monde. Quand tu vas pisser le matin, tu essaies de pas faire à côté. Sauf que je suis plus intelligent que la moyenne, je fais assis comme ça, c'est bien tranquille, problème solve. Le deuxième truc, ça a été LinkedIn, où là, je me suis mis à parler avec des gens que je connaissais pas, qui n'étaient pas de mon milieu social. Je me suis dit, waouh, ça marche, ça marche. Je ne dois pas dire que des conneries, ça marche. Et puis après, très honnêtement, euh, j'ai fait appel à une coach. Bonjour Frédéric Génico, merci, qui a changé ma vie aussi. On a beaucoup travaillé sur ces sujets de reconnaissance, de rapport à l'argent, tous ces aspects-là. Donc ça, je pense que c'est un truc, faut pas y aller seul.
Et puis, j'ai quand même ce truc de la peur n'évite pas le danger. Donc, je suis plutôt un mec peureux. Je ne suis pas forcément un type courageux, mais en fait, j'y vais. Il y a cette espèce de truc de, bon, je me chie dessus, mais je suis plus curieux que flippé. Donc, en fait, viens, on y va. Et donc, à chaque fois qu'on m'a proposé un truc délirant, j'ai dit, OK, on y va, on verra bien. Au pire, je meurs. Donc, c'est pas grave. Et comme de toute façon, à la fin, c'est ce qui va se passer. Oui, j'aime le rapport aux proportions dans ce que tu nous présentes. Puis c'est vrai que l'avantage, c'est quand t'es mort, bah, t'es pas au courant. C'est tout. T'as pas à dealer avec les éléments. Ça te regarde plus, tu vois, t'es plus C'est ça. concerné, c'est pas très grave. Et c'est vrai que ça a été, mais ça a été ce côté, tu vois, quand on est parti en Amérique du Sud pendant un an dans un 4x4 avec ma femme, je lui ai dit tout de suite, je te préviens, hein, moi je suis pas Rambo, hein, j'ai un petit gabarit, donc en cas de problème, le deal de départ c'était, on rentre à poil, mais on rentre en vie. Et on rentre, donc on fait le tour et on revient. Donc on rentre à poil, mais on rentre vivant. On donne la bagnole, les laptops, l'appareil photo. Et par contre, s'ils sont plusieurs, euh, le temps, pendant une demi-seconde, parce que je l'ai fait déjà dans ma vie, ça m'est arrivé, je me suis fait braquer 2 fois par des gens armés. Je dis, OK, je les arrête, tu cours. Surtout, tu cours. Mais une fois que tu as mis la stratégie en place, tu dis, qu'est-ce qui peut m'arriver? Regarde, je suis un mec timide. Et je me suis retrouvé à animer une conférence, enfin une journée, le Pledzi Day, 300 personnes. Euh, Laisse Ouais. tomber. La nuit d'avant, j'ai pas dormi. La semaine d'avant, j'ai pas dormi. 15 jours avant, j'ai pas dormi. Mais je me suis pas défilé, en fait. J'ai dit, à chaque fois, c'est le côté dis yes. Et après, on verra bien ce qui retombe. Et je vois pas de meilleur antidote face au syndrome de l'imposteur que de dire dis oui et après, on verra. Pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui aujourd'hui voudraient être consultants indépendants, donc, mon pote McKinsey, les gars, c'est pas des abrutis, hein, quand même. Euh, un jour, on discute et il me dit, tu fais quoi comme business en ce moment? Je dis, ouais, on m'a proposé de bosser là-dessus, mais comme je connais pas le milieu, comme je connais pas le truc, je suis en train de me documenter à mort et tout. Je dis, pourquoi tu fais ça? Bah, pour arriver avec les réponses, la connaissance du marché et tout. Il dit, bah, c'est pas comme ça que ça marche. Je dis, bah, comment ça marche? Il dit, bah, en fait, les gens te payent pas pour avoir la solution. Les gens ne te payent pas pour savoir à l'avance. Les gens te payent pour chercher la solution et identifier correctement le problème. Donc, que tu saches rien au départ, on s'en fout. Ok, gars, mais je ne vais pas être payé pendant que j'apprends des trucs. Le client, il va me payer pour que j'apprenne des trucs sur son business. Bah si. Ah ouais, c'est comme ça que ça marche. Bah, si tu veux pas t'épuiser, gagner ta vie, ouais, c'est comme ça que ça marche, tu vois. Et en fait, c'est là où tu vois que les gars n'ont pas le syndrome de l'imposteur du tout. En fait, et c'est là où j'ai tilté que c'est pas ton milieu d'origine, c'est pas tes études, c'est pas c'est ton mindset qui crée ton syndrome de l'imposteur. Tu crées ta propre réalité là-dessus. Mais si tu inverses le problème et que tu te dis, OK, pourquoi les gens me payent alors? Euh, Ils te payent pour toi, pour ton approche, pour ta façon de voir le monde, pour tes expériences, et qu'après, toi, tu mettes du temps à comprendre leur écosystème, etc., etc. Eux, ils considèrent ça comme tout à fait normal. Et là, d'un seul coup, si tu regardes le truc de cette, tu vois, tu prends cette perspective-là, tu dis, il n'y a pas de syndrome de l'imposteur. C'est fini, ça disparaît tranquillou. Après, garde-en toujours un tout petit peu. Moi, en tout cas, je détruirai pas totalement ni mon anxiété, ni ma peur, ni mon syndrome de l'imposteur. Ça me maintient en éveil. Ça me permet de rester humble. Ça me maintient en éveil. Et je trouve que c'est plutôt quelque chose de... c'est la dose, hein, qui fait le poison. Tu vois, ça j'aimerais le sortir en latin, en fait. Je me dis, c'est la classe. C'est, la pharmacienne à côté de chez moi, elle l'a écrit comme ça, mais c'est la dose qui fait le poison. Si tu en as un tout petit peu, c'est sain. C'est un bon antidote. Oui. Je vais encore une fois dire waouh. J'aurais dû tellement t'enregistrer en off, puis En fait, on aurait dû se rencontrer en 95, faire des cassettes, des CD, et puis Grave. vendre le programme José Lito. Je ne les payais pas, les cassettes, à cette époque-là, Mais je ne avec, sais pas. avec un beau-père qui bossait chez TDK, c'était ça. Alors ça, c'était royal. Le jour où mon papa, je lui ai emmené un carton de VHS
en plus top qualité, la TDK, il était content. Il était l'homme le plus heureux de la Terre. C'était un grand moment, cette histoire avec TDK, en fait. T'as réussi, mon fils. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? T'as-tu des anecdotes sur TDK ou Sur sur cette Sur période-là? TDK, c'est très rigolo parce qu'en fait, donc je suis avec le directeur commercial de TDK Europe. Je bricole dans la vie. Je suis quand même avec sa fille, donc tu vois, le gars il s'inquiète. Et, et je découvre dans son bureau des gros classeurs marrons. Et c'était les classeurs du Xerox, la méthode de vente Xerox avec les cassettes et tout, quoi. Oui. Oui. Waouh! Top, j'ai Oui. bouffé le truc, j'ai dévoré le machin. Là, aujourd'hui, on dirait que je l'ai poncé. Alors, j'ai mangé ça. Et puis, le gars manage 150 commerciaux. Et je le vois avec son ordinateur en mode panique. Bon, la première fois que j'ai mis les mains sur un ordinateur, c'était un ZX81, donc facile à retenir, 1981. Après, il y a eu le Commodore, Amstrad, bref, basique, assembleur, comme beaucoup de personnes de notre génération. Et lui, il pine rien, quoi. Il est complètement à l'arrache. Et là, je le vois faire avec son espèce de Windows à la con. Et le mec, je lui ai monté tout un système de dossiers, de sous-dossiers, etc. Une espèce d'automation déjà à l'époque, en disant, non, mais regarde, tu fais simple. Tes entretiens avec tes sales, tu l'organises comme ça, tu le structures comme ça. Je prends sa méthode de vente. En plus, je dis, bah, si tu leur fais faire la méthode de vente Xerox, ça serait bien que tu commences à faire des petites fiches avec un, tu vois, et je lui mélangeais du tableur, du traitement de texte, le tout en Windows 3.1, machin, avec des dossiers, des sous-dossiers. Et en fait, je lui ai monté toute son orga business commercial. Mais c'est des années après que j'ai tilté qu'il y avait quand même 150 commerciaux et que ça marchait du tonnerre de Dieu. J'ai fait gagner de l'argent à TDK. En fait, c'était cool. En contrepartie, j'avais un truc génial. En 1995, j'étais dans la grande distribution et je vendais du matériel Apple pour l'enseigne Carrefour. Ok. Euh, Ça a été rock'n'roll. J'ai fait 30% du chiffre d'affaires avec du Apple. J'avais organisé sur la surface de vente, à l'entrée principale, une classe avec des petites tables et tout machin. J'avais mis plein de matos chez Apple et des ordinateurs Apple. Je prenais les gamins et je disais aux parents, allez faire les courses. Je mettais les gamins, je les faisais jouer sur du Apple et quand ils revenaient, je leur dis, bon, vous pouvez acheter du PC, hein, IBM PS1 et tout, mais regardez, vous avez vu comment ils s'éclatent, hein, franchement? Ça y est, des mauvais parents de pas en acheter, hein. Rien, franchement, Oui. j'en étais pas à mon coup d'essai puisque j'ai vendu tout l'univers aussi en porte-à-porte. Donc, faire culpabiliser des parents pour acheter des trucs à leurs enfants, ça, je suis expert plus plus. Mais en attendant, j'avais à l'époque, en contrepartie, j'ai été payé en Motorola StarTAC avec abonnement SFR à 1 franc la minute. Donc en 1995, je vivais dans le sud dans le sud de Paris, dans l'Essonne, et j'allais travailler au nord. J'avais 4 heures de RER. Je faisais du 6h, 22h chez Carrefour. J'étais payé une merde. J'étais un chien. Mais j'appelais ma nana avec mon Motorola StarTAC à clapet, avec batterie haute capacité, dans le RER en disant, j'ai pas raté mon train, j'arrive, chérie. James Bond, le gars. J'étais le seul dans la rame à avoir un téléphone. Et tu sais quoi? Personne n'osait me le piquer. On aurait pu se dire, mais les premiers. Un, parce qu'il y en a plein qui ne savaient même pas ce que c'était. Euh, Ils avaient encore les pagers de dealers de Oui. drogue, là, les tam-tam et compagnie. Au pire, ils avaient des bebop. J'en ai eu aussi des pagers. Mais c'est surtout que j'avais un abonnement à 1 franc la minute. Tu tapais pas Oui. la tchatch H24, tu vois, c'était assez rigolo. Donc, j'étais payé en téléphone. Donc, voilà, c'était une bonne expérience et ça m'a permis de voir à quel point aussi, je crois, euh, des, des gens très haut placés dans la hiérarchie pigeaient rien à certains trucs. Parce qu'en fait, il mettait le costard le matin, le gars, il mettait son bel habit de lumière, faisait péter la Rolex et il négociait des très bons contrats avec la grande distribution. Et c'était des contrats durs, des négociations dures. Donc, j'ai appris pas mal de choses là-dessus. Mais par contre, face à un ordinateur, mais c'était une quiche, quoi. C'était du genre. C'est les mêmes que j'ai retrouvés après l'an 2000 qui imprimaient leur mail et écrivaient au dos de la feuille la réponse à la secrétaire pour qu'elle tape le mail et qu'elle Ouais. l'envoie. Les mêmes modèles. Donc voilà, la petite anecdote avec TDK, c'était vraiment très fun.
Merci pour ce partage. Puis moi, ça m'évoque plein d'anecdotes, plein de souvenirs aussi. Puis je suppose que ça doit faire pareil pour plein de monde. Ce qui est le fun, c'est que tu as un parcours qui est, je cherche le bon mot. Tu as ton parcours. C'est plus ça. Tu sais, puis quand tu en Hmm. parles, c'est extrêmement logique. On voit les liens. Après plus de 20 ans, qu'est-ce que tu fais encore dans je vais dire dans la vente? Parce que certes, tu es business coach, mais depuis avant, tout ce que tu as évoqué tourne vraiment autour du challenge de la vente. Tu sais, quand tu parlais de cette tension, de cette adrénaline. Ou est-ce que Hmm. tu as une bonne compréhension ou au contraire, c'est plus la stratégie, même si l'un est lié? Ou totalement autre chose. Ah, non, 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 non. Qu'est-ce qui drive José Lito en 2023? Ah, ouf. Alors, le directeur commercial de Bouygues Télécom à l'époque me disait, José Lito, t'es super chiant à manager, je peux pas t'attraper. Et je disais, comment ça? Il me dit, bah, bien souvent, c'est assez facile. Il y a un bon driver chez les gens, c'est l'argent. Ouais. Euh, un autre driver, c'est l'ego. Donc, je te file le job title et tu cours après. Et puis, un autre driver, c'est la compétition, mais la compétition que moi, je qualifie de malsaine, c'est d'être le premier au détriment des autres. Ouais. Et il me dit, putain, il n'y en a aucun des trois avec toi, t'es chiant, t'es un mec pénible. Et je lui dis, quel est mon driver? Il me dit, mais toi, c'est le client. C'est un truc de ouf. C'est en 1990, ouais, c'est ça, même avant 88. Donc, je suis sur les marchés, je vends des fruits et légumes. Et, euh, et donc, je vais à Rungis, j'achète, remplir le camion, machin, etc., vendre. Et, et, euh, et c'est là où j'ai eu toujours le sens du client. Même quand je faisais les poubelles, que je nettoyais l'école, et c'était donc fallait que les tables soient propres, que le bureau soit propre, que tout soit bien pour que les gens travaillent bien. Ça a toujours été ce côté sens du client, mais incroyable. Et je me souviens qu'il fallait, évidemment, c'était face nord parce que ma patronne et mon patron vendaient des légumes oubliés. On essayait de vendre, fallait vendre des topinambours. Mais personne n'avait envie d'acheter des topinambours il y a plus de 40 ans, 30 ans, ça se faisait pas. Aujourd'hui, c'est tendance, quinoa, topinambour, mais à l'époque, ça se faisait pas. Les courgettes spaghetti, personne ne savait ce que c'était. Et, euh, et je voyais bien que les gens étaient super curieux, attirés, mais n'y allaient pas. Donc, j'ai dit, OK, j'ai dit à ma patronne, tu sais quoi, sors-moi des recettes, on va les imprimer, les polycopier et tout, et on va donner aux gens la recette qui va avec le bon légume. Euh, et c'était parti comme ça. C'est comme ça que j'ai découvert l'inbound marketing, en fait. C'est comme ça que j'ai compris tout de suite ce qu'était l'inbound marketing. C'est là où j'ai appris. C'est dire, OK, éduque ton public. Et quand je travaillais, quand j'ai bossé chez Carrefour, j'ai été au rayon fruits et légumes. Pardon, là, j'étais au rayon bricolage. C'était comme des fruits et légumes. Les clous, les vis, la peinture. Mais c'était pareil. Quand j'avais une petite dame qui venait, qui ne savait pas, je passais un temps fou à lui vendre 3 clous, quoi. Et l'informatique en 95, c'était pareil. Et chez Bouygues Télécom, j'avais un casque sur les oreilles et il fallait, pour que j'ai ma prime, ma rémunération, que je réponde en 3 minutes. J'étais le seul mec à répondre en 20 minutes. Alors, quand mon N plus 1 me dit, non, José Lito, tu as vu tes stats, c'est catastrophique. Je dis, OK, tu veux quoi? Tu veux quoi? Si tu veux m'engueuler parce que je ne veux pas prendre l'argent, mais au moins, les utilisateurs, ils ne rappellent plus. Ils ne rappellent plus jamais. Je leur ai expliqué une bonne fois pour toutes comment faire le job. Maintenant, ils vont plus nous rappeler. Donc, on va tous gagner du temps, on va gagner en sérénité. Toujours dans cette efficience. Mais chez moi, la compétition, c'est pour une question d'efficience. Et en tant que vendeur, euh, j'ai vendu des standards téléphoniques, des PABX, j'ai vendu plein de choses dans ma vie. Et j'avais toujours le souci, pour moi, la vente, c'est, OK, tu as un problème, tu as plusieurs solutions. J'ai vendu du SFR quand j'étais chez Bouygues. Hein. T'imagines, mon N plus 1, il pétait les boulons, quoi. Quand tu vends un contrat, et tu dis au gars, mais il n'y a pas de réseau là où vous êtes de toute façon. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Là où il y a du réseau Bouygues, on va vendre du Bouygues. Là où il n'y a pas de réseau Bouygues, je vais vous vendre une flotte de mobiles SFR. Je vais acheter les abonnements chez SFR
Et moi, je vais vous les refacturer sous le nom de Bouygues. Tu arrives comme ça, et là, les gens pètent les plombs, la direction produit te dit, mais t'es pas bien. Tu dis, ben non, le client, il est content. Ouais, personne, personne peut jamais, on ne peut pas te virer parce que tu satisfais ton client. C'est dead. Quelqu'un qui te dit, je te vire parce que tu as satisfait le client, mais il ne mérite pas de vivre, quoi. Il est mort, professionnellement, en tout cas, il dégage. Tu vois, Oui. tu t'imagines à l'époque le boss de Bouygues Télécom qui aurait dit, bon, José Lito, tu as vendu du SFR, tu lui expliques pourquoi. Le mec, il peut dire, OK, il n'a pas d'alternative. Il va dire, ouais, c'est un peu contre-intuitif, gars, mais quand même, ça le fait. Et pour moi, la vente, ça a été toujours de te rendre service. Comment je peux te rendre service? Comment je peux t'aider à faire ton job? À partir de ce moment-là, bah, aider les gens, enfin, vendre une imprimante ou aider une mamie à traverser la rue, pour moi, c'est le même job. Après, le côté challenge, il n'est pas pour moi dans le... Il a toujours été... Ah, tiens, anecdote. Carrefour, Paris Nord, 1995, donc ceux qui se souviennent de Windows 95, toute une époque, surface de vente, des ordinateurs alignés, il y a du Apple, il y a du PC, il y a machin. On est trois dans le magasin, on est trois sur la surface de vente. Et le challenge, c'était tout le temps, on voyait quelqu'un arriver avec son chariot de course, il rentrait dans le magasin, il arrivait au bout du rayon, et le deal, c'était, ah, lui, je lui vends une imprimante. OK, combien de temps? 15 minutes. Allez, c'est parti. C'était pas pour l'argent, on s'en foutait, c'était juste pour... Les objectifs à atteindre, ça, c'est les N+14, c'est le directeur du magasin, c'est sa merde à lui. Mais nous, c'était le fun de dire, ouais, je te l'avais dit, je l'ai fait. Ah, ouais, 18 minutes, gars. Ouais, mais attends, je lui ai vendu aussi le câble et une ramette de papier. Attends, 2 secondes. Et donc, pour moi, ça a été un jeu permanent. Et chez Bouygues, c'était plus le client était insatisfait, plus il braillait au téléphone, plus il nous disait qu'il allait foutre le feu à la baraque, plus je prenais un kiff à dire, toi, je vais te retourner. Tu sais quoi, c'était ma spécialité, ça l'est toujours. Dès qu'il y avait un client en feu, on me le passait, ça devenait un ambassadeur. Ça devenait un ambassadeur. Et c'est juste pour ça, c'est de dire, j'ai aujourd'hui des clients d'il y a 20 ans qui encore parlent de moi en disant, OK, gars, mais tu nous as apporté la bonne solution ou tu nous as évité de faire la connerie. Ça m'est arrivé, des gens voulaient acheter des autocollants. Je dis, mais non, vous allez quand même pas dépenser 10 000 balles alors vous avez besoin de 3 téléphones et vous allez vous équiper comme si on avait 300 dans la boîte. N'achetez pas ce truc. Ouais, mais vous faites de l'anti-vente, vous n'allez pas gagner votre prime. Je dis, mais on s'en fout de ma prime. Achetez pas ce truc. Et quand tu bosses dans une PME, ben forcément, les gens, ils kiffent parce que quand tu bosses dans des grands groupes, on peut dépenser de l'argent. Ouais. Il peut y avoir de l'efficacité sans efficience. Plus tu descends dans la taille des entreprises, moins tu peux t'offrir ce luxe-là. Donc pour moi, la vente, oui, c'est une sorte de fil rouge et je l'ai tiré jusqu'au aujourd'hui. Hein. En fait, la cohérence de mon parcours se retrouve dans ce job de revenu architecte parce que je l'emmène jusqu'au customer success en disant, mais en fait, c'est un peu mon sujet de dire, mais si tu vends le bon produit à la bonne personne au bon moment, au bon tarif, que ça crée de la valeur pour lui, parce que c'est peut-être ce driver de créer de la valeur pour l'autre, alors, au moment de fidéliser, la personne va te dire, bah oui, encore, j'en veux encore, et elle va en parler, et tu vas simplifier la vente. C'est pas moi qui dis ça, c'est Porter qui dit, mais si votre produit est bon, il dit dans l'entreprise, il n'y a que le marketing et l'innovation, tout le reste sont des coûts. Et si vous avez besoin d'un commercial quand vous vendez, c'est que le produit a un problème. Normalement, il n'y a pas besoin de commerciaux. Donc, et c'est ce que j'ai fait chez Teambox. Aujourd'hui, il n'y a pas de commerciaux chez Teambox. C'est une boîte qui est née en 2007. Elle tourne toute seule. Elle s'auto-alimente. C'est un mouvement perpétuel. Si tu sais faire ça, ouais, c'est cool. Ouais, et puis c'est plaisant de faire de la vente. Mais même, par contre, appelez pas des gens comme des bourrins pour leur proposer un truc dont ils n'ont pas besoin, quoi. Faut arrêter les conneries aussi. Ça, c'est pas de la vente. Ça, c'est vouloir faire du mal aux gens, c'est les emmerder, c'est leur faire perdre du temps. La transition est parfaite. Bon, bah là, vous avez eu un aperçu, que dis-je, un échantillon, un sample de José Lito en action. Donc, on va passer à l'instant passion, parce que la passion, c'est bien, mais payer ses factures, c'est mieux.
Donc, si on veut tout de suite te joindre, parce que c'est super important, là, on veut du Joselito, en bar, en lamelle, en patch, en visio, comment qu'on fait pour te joindre? LinkedIn, je suis là tout le temps. Allez-y, c'est le plus simple. Joselito Tirados, c'est un côté facile de s'appeler Joselito Tirados. Il n'y en a qu'un seul au monde. Oui. Euh, J'avais un cousin, mais je l'ai éliminé très jeune. Donc, je suis tranquille là-dessus. Le problème, c'est que je dois assumer mes conneries. Quand je dis quelque chose, je ne peux pas dire que je m'appelle Martin Dupont et que ce n'était pas moi, que c'est mon homonyme. Donc, mais Joselito Tirado sur LinkedIn, c'est vraiment le plus simple pour me connecter. En plus, je dis oui. Hein. Alors là, demande de connexion, je dis tout le temps oui. Je ne me pose jamais la question. Je dis oui par défaut. Euh, Après, si tu es là pour me dire bonjour Joselito, comment je peux t'aider dans ton storytelling, t'étonnes pas si je te jette, si je retire la relation aussi instantanément que je l'ai acceptée. Mais à part ça, j'accepte volontiers. Donc oui, LinkedIn, très bien. Excellent. De toute façon, je vais mettre le lien, ce qui est une évidence dans les commentaires, enfin dans la description. Si on prend un peu de hauteur et un peu de recul, actuellement, tu fais aussi de l'enseignement. Oui, Donc, tu oui. as affaire je veux dire, à la jeunesse montante du beau pays qu'est la France. Clin d'œil, clin d'œil. Puis les autres qui vont y étudier. Le Suisse en moi bouillonne. En plus, c'est la Coupe du Monde, donc j'ai plein de trucs à dire. Mais ce beau pays qu'est la France. Plus sérieusement, là, tu es dans l'enseignement, tu as affaire aux nouvelles générations. Oui. Est-ce que tu vois déjà une forme de... J'aime pas parler de génération, mais je vais parler exprès en stéréotype et en cliché. Est-ce que tu as l'impression que les étudiants d'aujourd'hui, ou cette nouvelle génération d'étudiants, est un peu différente des étudiants que tu as connus? Parce que tu as parlé pas mal des années 90, 2000. Là, on a une génération qui a quand même 20 ans d'écart. Est-ce que tu as l'impression qu'ils fonctionnent un peu comme on fonctionnait avant? Est-ce qu'ils veulent faire comme l'État, les parents et les rappeurs le disent, faire du cash, puis c'est tout? Est-ce qu'ils se posent beaucoup trop de questions? Ils s'en posent pas assez? Si jamais pour les étudiants qui Ah. l'écoutent, vous aurez déjà eu votre session, ou bien vous pourrez mettre ça dans les commentaires. José Lito, il a dit Je dans pense un que, bleu. On n'a pas de podcast. je pense que alors, il y a une chose qui est certaine, c'est que notre environnement change. On va toujours, il y a une espèce de mouvement naturel chez nous, en tant qu'espèce humaine, à aller vers de plus en plus de sophistication. Et Oui, j'aime beaucoup ce terme, plus que complexité, de sophistication. Parce que faire simple, c'est la sophistication ultime pour moi. oui. Voilà. Mais j'aime bien cette notion de sophistication. En fait, j'ai envie de prendre aussi un autre terme qui est la complication. Et toi qui viens d'une nation horlogère, voilà, les complications dans l'univers de l'horlogerie, c'est pas négatif, c'est quelque chose au contraire. Plus c'est compliqué, plus c'est beau, mieux c'est, et plus c'est cher. Et tant mieux, parce que franchement, c'est un univers qui me fascine, qui m'impressionne. Coucou Marc Montagne, qui a bossé longtemps, qui est toujours dans cet univers-là. Euh, je pense que ce qui est assez étonnant, c'est de voir des jeunes, là en l'occurrence, quand j'enseigne pour le M Lyon, ils ont entre 21 et 25 ans, et ils ont à disposition un nombre d'outils complètement délirants qu'on n'avait pas. Moi, je ne Oui, les avais pas en tout cas. Mais j'arrive très très vite à détecter qui va faire quoi. Pareil qu'on y arrive avec les gamins de 5 6 ans, et tu peux le faire avec des étudiants en école supérieure de commerce. Euh, le driver que je vois, le pattern, c'est la curiosité. Euh, dans les années 80, mes parents allaient me rattraper à 22 heures dans un magasin qui, à l'époque, c'était pas Carrefour, ça s'appelait Euromarché. Il y avait des ordinateurs. Voilà, oui, donc j'étais content en 95. Eh ben oui, il y avait des ordinateurs et les gars me laissaient arriver avec mes revues Basic Plus et programmer sur mon Commodore 64. Donc je quittais l'école pour me mettre sur un ordinateur parce que j'avais pas les moyens d'en avoir un à la maison. J'avais pas les moyens d'avoir un ordinateur à la maison. Si tu écoutes
des tas de podcasts aujourd'hui avec des gens de mon âge qui avaient un ordinateur à la maison, ça ne change rien. On a bouffé du basique, on a bouffé de l'assembleur. Peut-être qu'eux ont pu continuer parce que leurs parents les ont motivés, blablabla, et ils sont devenus patrons de chez Conto, de chez Ledger, ou des boîtes impressionnantes, en fait. Mais quand tu écoutes, c'est Olivier Goy qui est à la tête de October. Le patron, j'ai plus son nom, je l'ai écouté dans un podcast de Mathieu Stéphanie, Génération Do It Yourself, qui a lancé Ledger. Pareil, 1980, les PC, les Commodore, les Amstrad, on a les mêmes histoires. Que les trajectoires changent, ça, c'est pas très grave. Ce qui est sûr, c'est que ce que je vois, c'est qu'il y a des curieux et des pas curieux. Donc, dans les cours, je vois des pas curieux, ils viennent consommer de l'éducation. Ils viennent acheter un logo, un réseau, Ouais. et puis, et c'est très bien, en fait. Et ça marche. En fait, ça marche. C'est une approche. Et par contre, je vois les curieux. Ils sont curieux comme c'est pas permis. Et tu sais que ceux-là, ils vont vivre une vie qui va être différente. Ils vont savoir profiter. Enfin, aujourd'hui, j'ai 50 ans. Quand je veux me former, je lis des bouquins. Oui. D'accord? C'est marrant parce que mes potes, c'est drôle, mes potes m'envoient des livres, ils sont adorables. Coucou Arnaud, ils m'envoient des super bouquins, etc. Je les lis, hein, mais je me gave de YouTube. En fait, ben, je mange Arte, je bouffe du reportage, je vais sur YouTube. Quand j'ai dû préparer ma conférence sur Magellan, ben, j'ai attaqué YouTube, après j'ai fait Arte, j'ai fait Wikipédia et j'ai lu la bio de Stéphane Zweig de Magellan. J'ai mixé les supports, j'ai mixé les contenus, plus des chats et des conversations et de la visio, etc. J'ai 50 ans, j'ai 20 ans en fait. Je me souviens pas. Ma mère me disait il y a pas longtemps, à 3 ans et demi, je t'ai retrouvé à l'autre bout de la rue avec un petit sac et tu étais en train de te casser et tu fuguais, quoi. Tu étais déjà parti pour galoper, pour cavaler le monde, tu vois ce que je veux dire? Et j'ai 3 ans et demi, je me casse et je dis, maman, je m'ennuie et il faut que je fasse quelque chose. Donc, je pense pas qu'il y ait. Moi, j'y comprends rien, génération X, Y, Z, W, machin, j'en sais rien du tout. Ce que je sais, c'est que depuis que l'homme avec un grand H est homme, il a il a ce besoin extraordinaire d'aller voir ce qui se passe plus loin, au bout de la rue. Et puis après, au bout du quartier, au bout de la ville, au bout du pays. Et c'est ce qui nous motive aujourd'hui à aller faire un tour sur Mars. C'est ça qui nous a envoyé sur la Lune. Et Musk, il va aller sur Mars et on va y aller avec lui. Et l'humanité va y aller de toute façon. Donc, ce qui me fascine, c'est de rencontrer par contre, j'ai des clients quinquagénaires, j'ai des étudiants qui ont 25 ans et j'en vois, ils sont déjà vieux depuis très, 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 Oui. très longtemps. Euh, donc, de ce point de vue-là, je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de différence entre un José Lito qui avait 25 ans et un José Lito qui aurait 25 ans aujourd'hui. Je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de différence. Après, le reste, c'est juste du kiff, quoi. Quand tu Ouais. vois tout ce qu'il y a en matière d'outils, machin et tout, tu te dis, ah, si j'espère vivre jusqu'à 100 ans, c'est juste pour faire des trucs avec des hologrammes, me téléporter. Oui. Ça. Ça, Donc, c'est non, trop pas de cool. différence majeure. Ok, c'est le fin. Et vu qu'on est en saison 2, j'ai des nouvelles questions. C'est Ah, l'avantage d'avoir pu pratiquer au moins une saison, puis amélioration continue, recherche d'efficacité, d'efficience, bla 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 bla. Je vous envoie une facture, swipez votre carte, merci. Non, plus sérieusement, j'ai une question qui est un peu touchée, mais qui est très intéressante. Au jour d'aujourd'hui, si José Lito devait se poser une vraie question, ça serait laquelle? T'es pas obligé de donner forcément la waouh. réponse, mais si tu devais te poser une vraie question, c'est une question qui compte, ça serait laquelle? Pour ceux qui suivent Une le vraie podcast, vous avez question. 2 heures. Ah, tu sais quoi? J'étais en train, juste avant qu'on se parle, j'étais en train de lire un article sur la fin de vie et l'euthanasie aux Pays-Bas. Oui. Euh, euh, et je me dis,
Je vais te la livrer comme ça, en fait. Vas-y. C'est parce que c'était très drôle. J'étais en train de penser à ça et je me dis, merde, quand même, depuis le temps qu'on est sur cette planète, la vraie question, c'est pourquoi on ne va pas un petit peu plus vite quand même dans notre évolution. Euh, 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 Pourquoi on a cette capacité, en tant qu'humain, avec un Ouais. grand H, en tant qu'humanité, pas en tant qu'individu, à être aussi lent? Et la vraie question, c'est pourquoi on doit faire les conneries un nombre de fois aussi incalculable avant d'aller vers quelque chose de bien? Euh, euh, c'est quand même intriguant de voir comment fonctionne le vivant. Aujourd'hui, on parle par exemple de biomimétisme pour fabriquer des matériaux, des Oui. produits, des objets ou des business, d'accord? Ce matin, je parlais à ma cliente d'écologie interne, de, 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 de pourquoi j'ai toujours de l'énergie, pourquoi je me fatigue peu, et comment j'ai observé en voyageant, en étant dans la nature, et comment j'ai observé mon cycle en tant qu'être vivant, comment j'ai collé ensuite ma vie, mon business, etc., etc. Pourquoi on ne va pas plus vite? Tu vois, et là, l'objet de l'article, c'était OK, aux Pays-Bas, on a accepté l'euthanasie, la mort assistée, etc., etc., c'est en train de partir en couille. Euh, et vous, en France, vous allez, il y a un système, il y a une grande enquête qui va démarrer pendant 3, 4, 5 mois. Vous allez voter une loi et ça va partir en couille, quoi, tu vois. Et pourtant, on le fait. Tu vois, je crois que la grande question de ma vie, c'est pourquoi le biais des coûts irrécupérables, les fameux sunk costs, pourquoi on n'est pas immunisé face à ça? Depuis le temps qu'on sait que ça existe. Tu vois, c'est marrant cette tendance aujourd'hui à parler des biais depuis quelques années. On découvre nos biais, blam, Oui. blam, blam, ça saute. Oui. Mais voilà, donc biais, biais, biais. Bon, tu lis Krishnamurti, et puis ça va, tu le savais, hein, tu lis les philosophes, tu le savais aussi en vrai. Pourquoi on sait les choses? Ça me fascine de me dire pourquoi en tant qu'humain, on sait et pourquoi on n'applique pas instantanément. C'est-à-dire que, je ne sais pas, moi, quand on m'a parlé des coûts irrécupérables, quand on m'a expliqué le concept, et quand je me suis dit, waouh, j'ai passé 8 ans avec la même meuf pour ça, euh, direct, c'est tombé, ça s'arrête. Une fois que tu m'as montré un truc, très vite, je dis instantanément, Ouais. c'est rhétorique, mais très vite, une fois que je vois un truc, on me dit, bah tiens, tu as ce biais, etc., hop, tout de suite après, j'arrête. Biais de confirmation, je te l'avais dit, hop, ça y est, c'est parti de mon langage. Quand on m'a dit, bah oui, tu sais, derrière un mais, il y a toujours un mensonge, bon, bah tu prends mais, tu remplaces par et, basta, ça y est, c'est fait. Euh, pour- Pourquoi cette latence, pourquoi on met tant de temps? Ça me fascine vraiment. Je ne comprends pas parce que je vois autour de moi des humains qui galèrent sur des sujets. Tu te dis, OK, et ça, je sais que ça t'arrive. Quand les plus honnêtes d'entre eux, au bout de 3, 4 ans, te disent, salut, ça va et tout. Putain, il y a quelques années, tu m'as dit un truc. Ouais, waouh, j'ai compris la semaine dernière. Putain, gars. Et, euh, et, et l'humain, enfin, tu vois, on m'a fait le coup il n'y a pas longtemps. Tu peux pas me faire une conférence sur le futur du marketing, mais va voir il y a 20 ans. Aujourd'hui, mes sujets de prédilection qui sont le Cloud Train Manifesto, Jobs to be done, l'économie de l'attention, expérience économie. Enfin, Ouais. la saison, la QV 99 c'était 99 est une année fantastique. Pourquoi vous êtes en train de vous acharner? Faites déjà ce qu'on sait et on n'a pas beaucoup évolué. Enfin, depuis la Renaissance, on va pas très vite. Ma grande question du moment. Et tu répondrais quoi? Je réponds en fait, c'était mon post, mon commentaire que tu as vu de Pauline Oui. Léniaud sur le fait de donner du temps, un peu de patience. En Oui. fait, je crois que cette question-là, j'y réponds, c'est un plaisir pour moi de vieillir parce que franchement, je me calme un peu quand même et je vais moins vite. Mes genoux me rappellent à l'ordre et tant mieux. Je crois que simplement, je dis souvent quand on me dit ouais, Zélito, on peut pas accélérer le business, machin, je dis c'est un bébé pour l'instant, c'est toujours 9 mois, quoi. Et si c'est pas le cas, c'est un prématuré. Et on n'a pas réussi à hacker ce truc-là. Je comprends avec le temps qu'on a besoin, chacun a besoin de patience, d'assimilation.
et la nature prend son temps, et nous aussi, en fait. Mais quand même, ça m'agace un peu. J'aimerais bien aller plus. Mais même pour moi, en fait, tu vois, on parlait du syndrome de l'imposteur tout à l'heure. Ah, quand je fais le bilan, je me dis, mais qu'est-ce que t'es lent, mec? T'as passé 20 ans sur ce sujet, fais chier, quoi. Sérieux, va plus vite. C'est extrêmement intéressant ce que tu nous partages là. Encore une fois, merci. Pour celles et ceux qui nous écoutent, ça sera dans l'examen de fin de session. L'avantage d'avoir J'adore. un ou deux étudiants qui vont nous écouter, ils vont se sentir tout de suite de figure. Si tu avais... C'est assez intéressant parce que tu as parlé du passé, tu as parlé de l'actualité. Là, on t'a demandé évidemment de la prospection. Le futur, ça va être quoi? Bah écoute, je sais pas ce que je vais manger tout à l'heure, donc laisse-moi te parler du futur. Si tu avais un message tu sais, c'est un classique, la fameuse bouteille à la mer, ou le message que tu Oh, voudrais donner au plus grand nombre, ou une réflexion que tu aimerais pouvoir faire perdurer, quelle serait-elle? À part aller plus vite. non, eh, tu m'as pas prévenu qu'il allait avoir des questions comme ça, Ah oui, non, mais de je préviens, philosophie je préviens high jamais. level. Non, mais Écoute, c'est comme à la vente, moi je préviens euh, pas quand je pose des pièges à ours. Non, des pièges à loup, tu sais, c'est une excusez-moi. question, c'est des pièges à loup. Ouais. C'est une question intéressante parce qu'en fait, j'ai pas d'enfant. J'ai pas d'enfant, j'ai pas pu avoir d'enfant, et aujourd'hui, je veux pas avoir d'enfant. Surtout quand en France, là, c'est l'hiver, il y a une belle épidémie de gastro, donc tous mes potes qui ont des enfants de 4 5 ans me confortent dans l'idée de ne pas avoir d'enfant. Et j'ai des neveux et nièces, mais néanmoins, j'ai pas cet aiguillon, ce truc qui te titille de la transmission, Oui, d'accord? Parce que vraiment, j'ai pas transmis mon patrimoine génétique. D'accord. Euh, et j'ai pas ce truc, ce besoin impérieux de transmettre. Ce qui te donne à contrario, alors on peut dire, ouais, c'est triste, il n'a pas connu le fait d'être papa, machin et tout. Pendant que vous économisez pour payer des études de vos enfants, je pars en voyage. ouais. Comment te dire? Euh, Ça m'a donné aussi une entière liberté pour me dire, OK, donc dans ta vie, tu peux faire absolument ce que tu veux, tu n'as pas de compte à rendre à la génération future. Pour ce qui est de mes neveux nièces, si j'achète un SUV et que je pollue la planète, balèque, c'est pas mon job, c'est le job des parents d'assumer la connerie. Mais néanmoins, j'ai fait l'expérience de dire, merde, alors à quoi ma vie a servi? Pourquoi j'ai galéré? Pourquoi ça a été dur? Pourquoi j'ai supporté des conditions physiques et matérielles difficiles? Pourquoi je me suis fight? Pourquoi je suis qui je suis aujourd'hui? À quoi ça sert d'être heureux? À quoi ça sert d'être un mec tranquille, bien dans sa vie, si c'est pour pas transmettre ce truc? Euh, et comme je suis libéré de ces entraves génétiques, émotionnelles et financières, le, le, le message que j'ai envie de transmettre comme ça, enfin, euh, j'en vois systématiquement cette extraordinaire pub de Nike des années 90, Life is short, play more. Je pense que ça résume ma philosophie de vie. Les gens ne le verront pas, mais j'ai un tatouage avec Marc Aurèle, etc. Donc ça, ils le verront pas. Je, je, et ma société s'appelle Waira Kaosai. En Quichua, ça veut dire le Waira, c'est le vent, et Kaosai, c'est la vie. C'est le vent de la vie et c'est le destin. Euh, Faites-vous plaisir. Je crois que au bout du compte, faites-vous plaisir. Et je garde cette idée de la boussole, c'est l'envie. Euh, on ne doit rien à personne, à aucun niveau. Je sais pas s'il y a un destin ou pas, etc. Chacun est libre de penser ce qu'il a envie là-dessus. Je fais juste le constat de là où je suis. Je suis né là où je suis né, comme je suis né, dans le contexte dans lequel je suis né. Euh, Peut-être qu'en termes de stade de proba, de machin, c'est ma prof de français qui avait raison quand elle me disait en cinquième, ah, mais monsieur Tirados, si vous avez de la chance, vous terminerez chômeur, sinon en prison. Euh,
l'idée d'écrire un bouquin en janvier, je pense à elle. J'ai beaucoup d'amour pour elle. Va mourir. Ça se fait pas. Tu peux pas être Oui. prof et dire ça à des enfants. Tu peux pas être parent et dire ça à des enfants. Donc, le message que je transmets, c'est faites-vous plaisir. Il en sortira franchement quelque chose de bon pour vous et pour les autres. Et ma bouteille à la mer, c'est ayez toujours, toujours, toujours en vue le bien commun. Parce que tu vois, le fait de dire: «J'ai pas d'enfant, je vois pas pourquoi je paye». J'ai plein de potes autour de Ouais. moi, ils vivent à l'étranger, ils ont des boîtes ailleurs et cetera. Ils me disent: «Mais qu'est-ce que tu fous en France?» Je dis: «C'est vrai, vous avez raison, j'ai pas de gosse, je vois pas pourquoi je paierais l'école pour les autres. Je suis pas malade, je vois pas pourquoi je paierais l'hôpital et j'ai pas de voiture, donc quelle idée de payer la route?» Mais si tu en vas de là, tu t'en sors pas en fait. Et j'ai voyagé dans des pays, il y a difficile, il y a pas d'argent, il y a pas de sécurité sociale, il y a pas d'aide, et cetera, et cetera. Hem, j'ai pas oublié d'où je venais et j'ai été content que des gens payent l'impôt pour que mes parents aient un peu d'allocation familiale. J'ai été content de l'école gratuite, j'ai été content d'avoir de la médecine gratuite, et cetera, et cetera. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, en tant qu'humain, on puisse affronter ce qui va arriver, quoi qu'il arrive. Si on fait pas communauté, si on fait pas société. Heu, donc on a tout pour être heureux seul, vraiment. C'est fou. En tant qu'individu, en fait, on a vraiment tout pour être, on peut être heureux tout seul. Ça n'a absolument aucun intérêt. Il y a rien de kiffant à ça. Donc essayons, moi en tout cas, à mon niveau, tous les jours, je le fais assez naturellement, mais tu vois, autant que je suis compétiteur, mais je veux bien être le premier, mais je veux pas être le seul sur le podium. C'est pas fun. Donc mon message, c'est ça, c'est, penser au bien commun, penser à la communauté. C'est plus difficile peut-être en France que là où tu es aujourd'hui, où il y a peut-être plus cet esprit de communauté. Je l'ai trouvé ailleurs. Après, j'ai vécu, je dis j'ai vécu parce que c'était plus de 3 semaines en Amazonie dans une communauté. Oui. Ouais, je l'ai pris en plein cœur, quoi. Je l'ai pris dans mes fibres. Ça a été une des grandes leçons. On ne va pas s'en sortir seul, on peut le faire. Donc, ouais, c'est ça ma bouteille à la mer. Faites communauté et puis life is short, play more. Éclatez-vous. C'est ça qui Je pense que tout le monde a compris pourquoi je voulais encapsuler cette rencontre. D'habitude, je dis un grand merci, vu que c'est la saison 2, un immense merci pour tout ce que tu as bien merci à toi. voulu échanger avec moi. Je voudrais tout de suite le punch, c'est sûr que je te réinvite pour un épisode parce qu'on a trop de choses à creuser, trop de choses à dire. Il y a tellement de portes que tu as ouvertes que là, j'ai retenu les yeux pour pas y aller. Mais oui, découvrez Joselito, mangez du Joselito, vendez partagez du... Bref, s'il y a une personne à Vendez du découvrir, Joselito, ouais, faites-vous aussi, plaisir, hein. c'est ça, Allez-y. vendez De du Joselito. toute N'oubliez façon, pas on est d'utiliser... d'accord, ta commission, tout C'est ça, ça, c'est ça. on avait dit N'oubliez pas d'accord, hein, d'utiliser le 15%. code promo Ziadadi, toujours utile, ça sauve des vies. Comment je ne suis pas devenu influenceur. Bref, dans l'ordre, un grand merci pour ce moment. Merci. Ça a vraiment été Ouais, apprécié. merci à toi. Deux, j'ai déjà hâte à notre prochaine rencontre en off ou en on, on verra bien. Et puis la troisième, qui est rendue un classique, je remercie toutes les personnes qui nous ont écoutés, mais surtout, je te laisse le mot de la Merci. fin. À toi de jouer, José. Waouh, t'es dur. Non, mais comment il est le gars? Hem, merci pour ce que tu fais. Je vais te faire un aveu. C'est quoi? J'ai enregistré plein de podcasts, de webinars, de machin. Jamais on m'a demandé de parler de moi. C'est la première fois, vraiment, Ziad. Jamais. J'ai parlé de marketing, j'ai parlé d'expérience client, j'ai parlé de tout un tas de sujets de photographie, de voyage, et cetera. Mais à aucun moment, donc quand tu me l'as proposé, je me suis dit, «Bon, OK, on va parler de quoi?» Et et quand on m'a posé la question, on dit: «Mais c'est quoi ton truc, ton rendez-vous, machin?» Je fais: «Je sais pas, c'est» alors
Le gars s'appelle Ziad, il est ouf. C'est un dingue. C'est un humain. C'est Daniel Pennac qui disait, si vous croisez, qui a écrit, c'est la fée Carabine qui dit, si vous croisez un humain dans la vie, suivez-le, suivez-le, suivez-le. Donc le mot de la fin, c'est Ziad. Je suis ravi d'être là et à toutes les auditrices et auditeurs, Ziad, suivez-le, suivez-le, suivez-le. Merci. Et voilà, c'est déjà fini. Un grand merci à toi pour ton écoute. Bye bye.